Eh poto, l'éducation nationale, là, ça a plus du tout, c'est un bazar total, ce serait bien qu'on en parle un peu quand même. Ah ouais, mais comme d'hab, non? Y'a rien de nouveau, hein. Bah là, c'est un carton plein, entre le bordel des inscriptions sur Parcoursup, les réformes du lycée qui défoncent les filières traditionnelles, les professeurs qui, selon les médias, ont pris en otage les copies du bac. Ouais, mais bon, tu sais très bien que c'est pas avec des sujets comme ça qu'on va faire de l'audience, hein. Bah, Et si, je sais pas, on parlait du voile plutôt, non? Ou alors compromis, genre on fait un truc sur le voile à l'école. Et là, gros, je te jure, on fait 10 000 vues directes, hein, toute la fachosphère. Bah si c'est ça le topo, on peut carrément aller tapiner chez CNews, au moins on aura la paye de Bolloré, puis on aura Rico en interlocuteur, tout le monde sera content. Ouais, super. Non, aujourd'hui on va causer de l'éducation des gamins, mais surtout du business qu'il y a derrière, et tout ça ça a un nom, ça s'appelle la EdTech. Bah quoi? L'art tech? La EdTech gros, ouais, c'est un terme de puriste, c'est un anglicisme bien flingué à la Startup Nation macronienne, mais c'est très peu connu du grand public, donc ça mérite qu'on s'y penche un petit peu. C'est réussir à créer le numérique et l'entrepreneuriat des Lumières. I want France to be a startup nation. Ah, ça veut dire quoi ton mot tout chelou là? La tech, déjà c'est pas le sport que la raquette là en EPS quand le prof il a pas préparé ses filets de bad? Alors non, Ed c'est pour éducation, Ouais. Tech c'est pour technologie, Ah ok. et ça recouvre en fait l'idée de faire entrer massivement le numérique dans l'éducation nationale. Mmh. C'est tout un tas d'acteurs, hein, un réseau de start-up et de géants du numérique aussi, qui investissent dans l'éducation pour faire de l'oseille sur nos gamins, quoi, sur les gosses. Ok, je vois, c'est genre les tablettes, les programmes numériques, les applications intelligentes. Tout ce qu'on nous vend un petit peu comme du progrès technique mais qu'on remet jamais vraiment en question. Bah, c'est un peu ça, et ça tombe bien parce qu'il y a un pavé qui est sorti récemment à ce sujet, qui est coécrit notamment par des syndicalistes, des professeurs et des chercheurs dijonnais, entre autres. Ah des Dijonnais, t'es chauvin. Tu sais, les jeunes générations, celles qu'on appelle à tort les digital natives. Ah ouais, là. la génération Y. Ouais, bah celles-ci même sont affectées par l'imposition numérique considérée comme le stade ultime du progrès technique, progrès qui à terme pourrait permettre l'optimisation des capacités humaines. Ma conviction personnelle est que certains d'entre vous dans cette salle vivront 1000 ans. Non, 1000 ans? Mais la retraite elle est à quel âge aussi? C'est ça la question. Genre on peut réduire les inégalités grâce au langage binaire de la matrice? Ça c'est fort, hein. La matrice est universelle. Elle est le monde qu'on superpose à ton regard pour t'empêcher de voir la vérité. Le fait que tu es un esclave, Néo. Eh ouais, et ce plan est désormais amplifié par l'école de la confiance de Jean-Michel Blanquer, hein, ancien président de l'ESSEC. Bon voilà, coupler naturellement éducation et numérique soulève de lourds paradoxes. Comme... Bah d'abord comme associer la complexité de la transmission des savoirs avec la simplification binaire du numérique et des ordinateurs, tu vois. Et puis même dans la pratique, dans quel sens doit-on placer l'analyse? Est-ce que ce sont les dispositifs technologiques qui servent les besoins de l'éducation, ou est-ce que c'est l'inverse? Est-ce que c'est l'éducation qui a été subordonnée aux intérêts marchands des grandes firmes? C'est ça la question. Le rap a touché le fond comme l'école publique. Bon alors il y a des scientifiques qui se sont un peu penchés sur la question, non? Ouais, il y a des courants de réflexion qui se sont développés récemment. Ils interrogent les apports et les limites du numérique à l'école, les conséquences sur les élèves, sur les professeurs et sur la relation entre les deux. Et au-delà de ça, sur la prédation des multinationales sur les programmes éducatifs du pays. Des bâtards! Ouais, je t'écoute, hein, dis-moi. Bon bah par exemple, il y a l'ingénieur Philippe Biwix qui tire la sonnette d'alarme. Ce qui nous semble dématérialisé a des impacts concrets sur notre quotidien, donc environnementaux, cognitifs, etc. Dans le désastre de l'école du numérique, coécrit avec Karine Movilly, il analyse les dangers de la surexposition des élèves aux écrans. Bon. Quels citoyens est-on en train de former demain, ou va-t-on former si effectivement on numérise à grande échelle, si on généralise les outils numériques dans l'apprentissage? Quels citoyens est-on en train de former? C'est plutôt une question qu'on pose. Si toute notion d'effort, toute notion d'ennui, peut-être, avec l'ennui participe aussi de la construction de l'imagination et de l'intelligence, voilà, disparaît et balayé parce qu'on n'aura que des logiciels formidables et qui seront très adaptés au rythme de chaque élève. Biwix, t'as d'autres cartes Pokémon à me sortir là? Bah si c'est comme ça qu'on joue, je te fous mon tortank, c'est Eric Sadin, lui il parle de la machinisation de l'humanité, de son augmentation et finalement de l'effacement progressif de tous ses défauts. Mais là encore, il pose des questions sur l'efficacité du numérique à l'école qui n'est selon lui pas attestée et idéologique. Et que ce modèle qui est partout célébré, au-delà d'un modèle industriel et économique, c'est un modèle civilisationnel qui est en jeu, fondé sur ce que je nomme la marchandisation intégrale de la vie et l'organisation algorithmique de certains secteurs de la société. Il emploie des termes un petit peu techniques comme silicolonisation du monde ou technolibéralisme. Hein, si ça vous intéresse, cherchez ça sur internet. Ah, sur Google? Bah non, sur DuckDuckGo, ou sur Quant ou sur Yandex, hein, mais Google on va arrêter gros. Bon, et la psychologie dans tout ça? Parce que moi j'ai lu un truc super intéressant là, c'était dans Psychologie Magazine. Bon, il y a des sources beaucoup plus crédibles. Il y a par exemple dans TV Lobotomie, Michel Desmurget, qui est chercheur en neurosciences, lui il a étudié l'impact de la surexposition des enfants aux écrans.
Et il a récemment signé l'ouvrage La fabrique du crétin digital, dans lequel il analyse les conséquences des parasites numériques sur la santé des jeunes. Retard de langage, troubles émotionnels, de la mémoire, de la concentration, etc. Si vous avez une maladie qui va toucher le développement intellectuel, qui va toucher la santé des enfants, qui va toucher le sommeil, l'obésité, tous ces facteurs-là, qui va toucher l'attention, effectivement, vous allez mobiliser une armée de chercheurs pour faire quelque chose. Là, on fait rien parce que je pense que l'information, c'est ce que j'essaie de montrer dans une partie du livre, c'est que l'information passe pas forcément très bien. Beaucoup de gens ont l'impression que, bon, c'est pas super bien, mais c'est pas si grave. Vous dites qu'en gros, qu'il y a des lobbies, c'est ça ? Oh, il y a sûrement quelques lobbies là derrière. Enfin, c'est pas le seul domaine où les intérêts financiers ont parfois tendance à biaiser un peu l'information. Il y aurait des lobbies ? Non, je suis le pape et j'attends ma sœur. Ouais, il y a des intérêts financiers privés que l'on sert en achetant des programmes numériques développés par les géants du numérique, et parfois même une collusion directe entre les responsables ministériels et des membres des entreprises de la EdTech qui portent parfois la même chemise. Non, il y a complot. Non, un complot, ça y est. Oui, non mais c'est quand même comme ça que ça s'appelle. Oui, mais forcément, sorti de son contexte, ça a l'air d'un truc énorme. Sans dire complot, il y a conflit d'intérêts. Bon, tout à l'heure, tu me parlais d'un bouquin, là. Ouais, ça s'appelle Critique de l'école numérique, c'est un ouvrage collectif qui recense plein d'approches qui bouillavent justement l'imposition du numérique à l'école. C'est sous la direction de Cédric Biagini, Christophe Caillot et François Jarige. Et le livre réunit plus de 25 auteurs qui se positionnent fermement contre les dangers que représente le tout numérique à l'école, que ce soit dans le primaire, dans le secondaire ou dans le supérieur. Ah, ça a l'air intéressant. On peut choper en e-book le livre ? Bon, arrête tes conneries, on écoute ce qu'en disent les auteurs. Hein. Le mot numérique, c'est un ensemble d'outils, un ensemble de procédures, mais le numérique, c'est désormais une sorte d'idéologie globale qui en fait renvoie à la fois à des pratiques, à des objets techniques, à des nouvelles professions, à un nouvel imaginaire qui sature toute notre époque depuis une dizaine d'années. Et donc le monde est en train de devenir numérique, vous savez que la République est devenue numérique officiellement, le numérique est en train de reconfigurer une grande partie des services publics, puisque l'arrivée du numérique concerne pas seulement le monde de l'éducation, hein. On parle désormais de la justice numérique, de la justice digitale, les outils numériques sont en train de coloniser en fait tous les aspects de notre quotidien. D'abord, sortir des discours hors sol et idéologiques pour donner la parole aux principaux concernés qu'on n'entend précisément jamais dans le processus. Donc c'est un livre qui donne le point de vue des acteurs de l'éducation, du système pédagogique, depuis la toute petite enfance jusqu'à l'enseignement supérieur, la recherche, qui est également colonisée par le numérique, puisque désormais on ne parle plus de sciences sociales, mais on parle d'humanité numérique, ce qui est un formidable oxymore. La EdTech s'est dotée de fonds d'investissement. Il y en a un qui s'appelle EduCapital, qui est un fonds avec plusieurs dizaines de millions, avec de l'argent qui vient du public, de la BPI, avec de l'argent qui vient aussi d'entreprises comme Free, Bettencourt, etc. Ce fonds EduCapital donc, qui est animé par 3 personnes qui viennent du monde de la banque. Il a été créé il y a 1 an et demi, quelque chose comme ça. Lors de son lancement, Blanquer était présent. Et il a fait un discours de soutien à la EdTech totale, en disant que la EdTech, c'était justement une des filières d'avenir, une des façons d'avoir de la croissance, tout simplement. Parce que c'est leur obsession, hein. C'est-à-dire que ces gens, en grande partie, finalement, pourquoi pas, ils sont sincères, ils ont cette idéologie ultralibérale en se disant il faut aller chercher la croissance, il faut aller chercher les points de croissance avec les dents, comme disait l'autre. Et donc, il faut créer de nouveaux secteurs dans lesquels on puisse faire du profit. L'éducation, qui jusqu'à présent était relativement préservée, enfin très relativement, est en train de se marchandiser totalement. Donc c'est cette idée, il y a une nouvelle frontière à abattre, de nouvelles limites à abattre. Et Blanquer, il l'a clairement dit, il est là pour abattre certaines limites. Si tu simplifies, tu peux quantifier. Si tu peux quantifier, si tu peux mesurer, tu peux contrôler énormément, et puis tu peux faire de l'argent. Alors que la réalité du terrain, c'est une réalité humaine, d'interaction humaine qui est extrêmement complexe. Par exemple, il y a un terme qui est assez connu, qui s'appelle la surcharge informationnelle. Le fait d'avoir l'impression d'être bombardé d'informations, bombardé de demandes, de réagir à des sollicitations. Et avec le numérique, ça ne s'arrête jamais. Ah ben non, on ne peut pas faire confiance aux gens du numérique en termes d'éducation parce que c'est pas leur métier, quoi. À la base, ça serait qu'on fasse confiance aux gens dont c'est le métier et puis qu'ils passent commande éventuellement aux industriels du numérique. Sauf que c'est pas comme ça que ça se passe, quoi. C'est les industriels du numérique qui inventent des trucs, qui ont besoin que le marché continue de croître et continue d'être dynamique. Et donc qui vont ensuite aller expliquer aux profs que tel machin numérique, ça serait très bien pour leur enseignement, alors qu'au départ, c'était pas pensé pour l'enseignement.
Donc voilà, enfin, les tablettes n'ont pas été inventées comme outil pédagogique. Les tablettes n'ont pas du tout été inventées pour ça. Mais maintenant, comme tout le monde a 12 tablettes, enfin j'exagère un peu, mais c'est presque ça. C'est comment faire pour continuer à vendre des tablettes. Bon là, il y a une première solution qui est qu'elles tombent en panne le plus vite possible, qu'on les casse et qu'on soit obligé d'en racheter. Et la deuxième solution, c'est extension du domaine de la tablette, quoi. Tablette partout. À l'école notamment, là il y a un marché, quoi. Voilà. Mais c'est pas des outils pédagogiques, quoi. Après, vous me direz, il y a des gens qui nous disent souvent ça quand on tient ce discours, c'est oui, le stylo ou le crayon, c'est pareil. Sauf que bon. Enfin bref, c'est d'une mauvaise foi ce type d'argumentaire. Parce que le silo, il n'a pas été pensé pour capter l'attention et les données. Bon alors gros, le numérique à l'école, finalement, on est pour ou on est contre? Bah dis-toi que c'est plus complexe que ça, hein, que ta question elle est vachement binaire, comme le numérique en fait, et que tu pourrais du coup peut-être bosser chez Free à la station web. Ah merde, mais on n'a pas dit qu'on finissait la vidéo sur l'idée du numérique tout pourri, genre juste pour faire plaisir aux technocritiques des internets. Bah tu sais qu'on a l'habitude de nuancer quand même, enfin le numérique peut offrir des opportunités intéressantes, mais il faut accompagner les pratiques, légiférer, lutter contre l'appétit des géants, hein, comme le dit Olivier Herscheid, dont le nom d'ailleurs est imprononçable, le remettre en question quotidiennement et surtout politiquement, quoi. Critiquer. D'ailleurs, si vous avez regardé cette vidéo sur YouTube, on vous invite à quitter cette page rapidement et aller la mater sur Peertube. Peertube? Mais pourquoi pas le Minitel, wesh?